Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau numéro de La Voix de la Jeunesse, l'émission autorisée, l'émission en question, l'émission dédiée à la jeunesse, l'émission qui vous motive et vous redonne confiance, l'émission qui traite des questions de jeunesse et fait une esquisse de propositions. Ceci dit, nous abordons aujourd'hui le thème portant sur le cyberharcèlement. Qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement? Que doit-on faire si on est victime ou témoin du cyberharcèlement et quelle attitude observer pour la circonstance? Madame la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse sur ce plateau répondra à toutes ces questions dans la rubrique Le Talk. C'est tout de suite. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit en amont, nous recevons pour vous la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse. Elle est juriste de formation et elle répond au nom de Madame Lydie Alice Christévi Dumont, à qui je m'en vais dire bonjour et soyez la bienvenue. Merci Madame, bonjour. Comment vous sentez-vous sur notre plateau? Ça va, merci Madame. D'entrée de jeu, Madame la secrétaire permanente, quelle est la quintessence que vous donnez au cyberharcèlement? Alors, pour mieux appréhender le terme cyberharcèlement, il paraît judicieux de dire avant tout ce qu'est le harcèlement. Et de façon générale, il faut retenir que le harcèlement renvoie à tout acte agressif perpétré de façon intentionnelle et répétée à l'encontre d'une ou plusieurs personnes données. Et il est vrai que la loi numéro 26-2020 du 5 juin 2020 relative à la cybersécurité et la loi numéro 27-2020 toujours du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité. Donc ces lois ne définissent pas distinctement le terme cyberharcèlement. En effet, dans la myriade des termes qui sont définis dans ces textes, le terme cyberharcèlement n'existe nullement. Toujours est-il que, si l'on est d'accord que le mot cyber renvoie au monde virtuel créé du fait de l'utilisation des outils, des technologies de l'information et de la communication. On pense par là aux téléphones portables, aux ordinateurs à travers lesquels nous accédons à certains réseaux, à certaines plateformes sur Internet. Donc, si on est d'accord sur ce point, l'on peut définir donc, le cyberharcèlement comme étant un acte agressif, intentionnel et perpétré par un individu ou un groupe d'individus par les moyens, des outils, des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux. Exactement, et de façon répétée. Voilà, de façon répétée à l'encontre d'une ou plusieurs personnes données. Et grosso modo, il faut donc retenir que le cyberharcèlement est une catégorie de harcèlement qui est perpétré dans le monde virtuel dans l'intention de causer un dommage, de causer une souffrance à une ou plusieurs personnes données, nous l'avons dit. Et donc, c'est une catégorie de harcèlement qui est protéiforme. Ça veut dire que le harcèlement se présente sous plusieurs formes. Il peut prendre la forme morale, on parle du harcèlement moral, mais puisque nous avons le terme cyber devant, on pourrait parler de cyberharcèlement moral. Il peut s'agir du cyberharcèlement sexuel, donc ayant attrait aux éléments liés à la sexualité ou au sexisme, et il peut aussi être verbal. En parlant du cyberharcèlement moral ou psychologique, on peut par exemple parler des insultes quelquefois que nous recevons par message ou parfois dans certains groupes WhatsApp, oui. Des insultes, mais il faudra que ce soit répété. Ce sont des insultes, ce sont parfois des colibés que l'on jette à autrui, oui. Et que l'on peut considérer comme étant du cyberharcèlement moral.
À cet effet, quelles sont les situations qui conduisent au cyberharcèlement? Alors, les situations qui peuvent conduire au cyberharcèlement, je pense que cela pourrait varier euh, au cas par cas. Et nous, comme nous l'avons dit dans la définition du cyberharcèlement ou du harcèlement classique, il y a un critère, c'est l'intention. Et il y a une finalité, c'est le désir de nuire. Donc, qu'est-ce qui peut motiver une personne à humilier une autre, à dégrader, à porter atteinte à l'intégrité d'une autre personne? C'est simplement le désir de faire mal. C'est le désir de causer une souffrance à autrui. Alors, il est vrai que là, je vais peut-être m'adresser particulièrement aux filles parce qu'il faut dire que en ce qui concerne ce phénomène, les femmes sont particulièrement les plus touchées et très souvent, ce sont les hommes, malheureusement, qui se rangent du côté des mises en cause. Alors, je disais que je voulais un peu m'apesantir sur les femmes, notre attitude, la conduite, notre comportement lorsque nous nous retrouvons dans ce monde que nous appelons le monde virtuel. Est-ce que nous-mêmes aussi, dans notre façon de faire, parce que ce que nous publions quelquefois, ce que nous partageons comme information au quotidien, incarne, il faut le dire, ce que l'on est. C'est le miroir de ce que l'on est. C'est le miroir des valeurs que nous défendons. C'est le miroir de la culture que nous défendons. Mais quelquefois, nous nous arrangeons nous-mêmes, jeunes, femmes, à donner de la matière aux potentiels harceleurs. Et ce qui fait que l'outil Internet se présente finalement comme un couteau à double tranchant. Nous qui sommes femmes, nous savons qu'en cuisine, le couteau est très nécessaire. Mais en même temps, si l'on ne sait comment l'utiliser, on court le risque, en tout cas, de se blesser. Donc, il en est de même pour le monde virtuel. Je pense que tout est également lié à l'éducation que le harceleur a reçue et quelquefois même parce qu'il est en manque d'informations. On voit des jeunes qui parfois se vantent d'avoir publié quelquefois des éléments qui touchent strictement à l'intimité d'une personne, surtout d'une fille, et il en est fier, mais quelquefois c'est par manque d'informations. Alors, comment réagir si on est victime ou témoin du cyberharcèlement, Madame la secrétaire permanente? Alors, comment réagir? Je dirais qu'il existe des mécanismes, des technologies de l'information et de la communication nous offrent également la possibilité de nous protéger. Par exemple, la possibilité de faire un signalement ou de faire le blocage. Le signalement consiste à signaler un contenu lésant, qu'on estime être lésant. Vous êtes déjà dans les moyens qui s'offrent aux victimes ou aux témoins de se protéger, n'est-ce pas? Oui, exactement. Allez-y. Donc, la personne victime peut se protéger en signalant le contenu lésant, mais en signalant l'auteur, mais en prenant surtout le soin de conserver les éléments de preuve qui pourraient être éventuellement utiles. Il s'agit soit de l'identité de l'auteur de l'acte agressif, et on sait que généralement aussi parfois ce sont des pseudonymes, mais conserver cela, conserver la date de publication du contenu et pourquoi pas l'heure de publication du contenu. On en fait une capture, on conserve. La deuxième possibilité, on a parlé du blocage. On peut bloquer l'auteur du harcèlement. Et comme ça, on n'a plus affaire à cette personne désagréable qui ne vise qu'à nuire à la personne d'autrui. Voilà. Et en même temps, il faut dire que lorsque une cyberviolence est caractérisée, la loi, d'ailleurs, punit ce genre de violence. À l'instant, on peut parler des insultes, je le disais tout à l'heure, des insultes, de l'usurpation d'identité, de la publication d'éléments qui touchent directement l'intimité d'une personne sans en avoir l'autorisation préalable de la personne concernée. Alors, lorsque la violence ce genre de violence est caractérisé, la personne a la possibilité de déposer une plainte au service de police ou de la gendarmerie. Alors, il faut également indiquer que, en ce qui concerne particulièrement les femmes, le ministère de la Promotion de la Femme a mis en place un numéro vert qui
permet, le 1444, qui permet déjà aux victimes de violences, mais y compris ce genre de violence, puisque c'est juste une transposition de ce que nous vivons dans le monde réel, permettez-moi le terme, le monde physique, s'il vous plaît, vers le monde virtuel. Et vice-versa. Voilà. Donc, la personne, en contactant le numéro vert que le ministère a mis à la disposition du public, la femme peut non seulement dénoncer ce genre de comportement, mais également bénéficier d'une certaine assistance de la part des structures étatiques habilitées pour ce genre de questions. Quel est l'impact du cyberharcèlement sur la victime ou le témoin du cyberharcèlement? Alors, le cyberharcèlement, on va dire tout comme le harcèlement classique, a un impact dramatique sur la vie de la victime. Je dirais même plus dramatique que le harcèlement classique, parce que lorsqu'on arrive dans le milieu virtuel, le monde virtuel, le public est encore plus élargi que lorsque nous sommes dans notre environnement de tous les jours, l'environnement immédiat. Parmi les conséquences, cela aussi peut varier d'une personne à une autre, et on peut constater un changement profond de la personne dans son être. Et par exemple, la personne aura tendance à s'isoler. Il y a un isolement qui se manifeste. La personne aura tendance à... J'ai parlé de l'isolement, mais... Il se met en retrait. Exactement. La personne peut se mettre en retrait. La personne pourra développer une dépression en fonction de la gravité même de la situation. On peut développer une dépression, et surtout pour les mineurs, ça peut pousser à aller vers le suicide. Hein, voyez-vous? Et il y a aussi, on peut développer des phobies. On peut développer des phobies pour les jeunes qui sont encore à l'école. Bien évidemment, il peut y avoir un impact considérable dans le rendu scolaire. Pourquoi pas provoquer un décrochage scolaire? On abandonne carrément. Voilà. Mais dans le milieu professionnel aussi, dans les relations entre collègues, il y a un impact considérable, parce qu'on aura du mal peut-être à affronter les collègues de service, on aura peut-être plus cette capacité de faire le travail comme on le faisait avant. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs conséquences comme ça qui impactent profondément la psychologie de la victime. Madame la secrétaire permanente, vous savez que les réseaux sociaux sont au cœur de la vie quotidienne des jeunes. Comment peuvent-ils éviter le cyberharcèlement? Ou encore, que doivent-ils faire pour ne pas tomber dans le piège du cyberharcèlement? Notre conduite, c'est un élément important de prévention pour éviter de tomber dans les mailles des filets des cyberharceleurs. Et puis, il faut procéder, bien évidemment, à des sensibilisations. Il faut que tout le monde, en fait, soit sensibilisé aux droits individuels, mais aussi à la protection de nos données personnelles. Je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois, on arrive à publier tout et n'importe quoi sans parfois mesurer la gravité de l'acte que nous sommes en train de poser. Donc, il faut que tout le monde soit sensibilisé, et particulièrement les femmes, les jeunes filles. Il faut que l'on soit sensibilisé quotidiennement sur les droits individuels et à la protection des données personnelles. Vous savez, le cyberharceleur pense toujours que le fait d'être derrière leurs écrans et d'avoir une certaine distance avec leur cible est un moyen de commettre impunément leur forfait. Or, ceci étant, il faut bien évidemment que tout le monde soit informé, mais là encore, il faut également interpeller l'attention des parents. Les parents. Voilà. Interpeller l'attention des parents, parce que le dispositif légal est là, il existe. Mais puisqu'on parle de prévention, on a parlé de la sensibilisation que diverses structures peuvent faire, mais à côté, il y a la cellule familiale. Les parents, nous avons pris l'habitude, moi je suis mère, nous avons pris l'habitude d'acheter des tablettes à nos enfants. Mais après, quand nous achetons, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous suivons quotidiennement ce que les enfants font de leurs appareils? Donc, les parents ont également une part de responsabilité. Les parents doivent suivre au quotidien ce que font leurs enfants dans cet univers virtuel. Les parents doivent inciter les enfants à
se rapprocher de chaque fois qu'ils seraient bloqués dans un processus donné, dans le cas de la manipulation, dans le cas de l'utilisation de ces outils des TIC. Donc, c'est une question de sensibilisation, mais aussi d'éducation au niveau de la cellule familiale. Parlant de la sensibilisation, que prévoit le Conseil consultatif de la jeunesse dans ces genres de situations? Alors, comme vous le savez, le cadre légal existe. C'est un sujet qui intègre le domaine pénal. Et quand le cadre y est, je pense que ce qu'il nous reste à faire, et vous l'avez dit, vous avez posé votre question, c'est de sensibiliser. Et le Conseil, dans le cadre de ses missions, a toujours mené des actions allant dans ce sens. Le Conseil mène des actions ou des séances de sensibilisation, pas seulement à l'attention des jeunes de façon générale, mais aussi particulièrement aux jeunes femmes, sinon aux filles. Le Conseil mène de telles actions. Et à côté, lorsque nous nous retrouvons avec les jeunes, c'est toujours dans un format d'échange où nous partageons les informations que nous avons, mais en même temps, nous recueillons les avis des jeunes eux-mêmes. Nous recueillons leurs préoccupations. Et ce ne sont que les préoccupations des jeunes que nous relayons au niveau de l'exécutif. Et ce qui fait que le Conseil est tout le temps, dans le cadre de ses missions, tout le temps, est en contact permanent avec le gouvernement et particulièrement avec le ministre en charge de ces questions. Mais en parallèle, le Conseil également échange en permanence avec les agences du système des Nations Unies. Voilà. Donc, le Conseil joue pleinement son rôle de sensibilisation, mais aussi de ventilation, sinon de transmission des préoccupations des jeunes auprès de l'exécutif. Mais à ce jour, je pense que je l'ai dit, il y a un dispositif légal qui existe et il y a des mécanismes institutionnels qui sont mis en place pour protéger particulièrement les femmes lorsqu'elles sont victimes de violences. Lorsqu'on est harcelé, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, on est dans l'obligation de réagir. Obligation de réagir, je dirais non. Pourquoi? Plutôt ne pas répondre. Parce que quand un tel forfait est commis, nous avons des voies et moyens qui nous permettent de dénoncer. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a déjà des éléments, des preuves, on en fait des captures et on se tourne vers les services de police ou de gendarmerie pour déposer une plainte. Il n'est point nécessaire de répondre, sinon que ce ne serait qu'activer le démon qui se trouve dans la personne du cyberharceleur. Compte tenu de tout ce qui se passe, on est déjà harcelé, on est stressé, on est bouleversé. Vous pensez que c'est facile d'aller vers les services de police? Je suis d'accord avec vous. Nous avons la possibilité également, si l'on ne peut pas aller vers les services de police, puisqu'on dit il faut en parler, il faut communiquer. La communication constitue un élément indispensable, un élément efficace pour lutter contre ce phénomène de cyberharcèlement. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer et les victimes, à défaut de se tourner vers les services de police, mais ce serait d'ailleurs la finalité lorsque le forfait est perpétré de façon incessante. Donc, avant cela, la personne, si elle dispose des moyens de preuve, la personne peut se confier à une personne sûre. Mais la personne ici, pour moi, il ne s'agit pas seulement de personnes physiques. Il peut aussi s'agir d'une personne morale. On a parlé des structures que l'État a mis en place pour protéger les femmes, par exemple. Dans la société civile, des associations qui s'activent dans la défense des droits des femmes. Je pense là tout de suite à l'association des femmes juristes qui ne cesse de mouiller le maillot dans ce sens. Donc, on peut se rapprocher. Il y a aussi la loi Moïbara qui protège les femmes contre les violences sexuelles. Exactement, c'est le cadre légal. Donc, on peut se rapprocher de telles structures pour bénéficier d'une assistance, de conseils. Sinon, dans notre environnement immédiat, donc des personnes physiques, il y a soit un parent en qui on a confiance, mais les parents sont censés être nos premiers modèles de vie. Si le parent c'est un modèle, on se confie à un parent. Faut-il encore que ces parents soient à l'écoute des enfants? Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis encore que le parent est censé être un modèle. Et on peut se confier à un parent, on peut se confier à un enseignant, pourquoi pas, ou une enseignante,
qu'on estime être doué ou mieux informé, on peut également se confier à un professionnel de santé. Donc voilà, pourvu que ce soit une personne de confiance. À cet effet, doit-on arrêter d'aller sur l'Internet pour éviter le cyberharcèlement? Arrêter, je dirais non. Il est vrai que chacun de nous est libre de faire ce qu'il veut. J'ai parlé des droits individuels. Nous avons le droit, si nous l'estimons nécessaire, d'aller vers l'information. Et l'Internet est un outil adéquat lorsqu'on veut accéder à certaines informations. Donc, c'est le bon côté de la chose. Je parlais du couteau à double tranchant, c'est le bon côté de la chose. Et le mauvais côté, c'est finalement le phénomène que nous sommes en train de décrire ici. Donc, l'on ne peut pas interdire à quiconque d'aller sur Internet dès lors que ce dernier va pour enrichir ses connaissances. Toutefois, il faut dire que nous devons nous protéger de ce genre de phénomène. On a parlé de sensibilisation en amont. On doit être en personne avertie. Nous devons prendre des précautions. Prenons des précautions pour ne pas nous-mêmes aussi donner de la matière aux potentiels harceleurs. Donc, il faut vraiment prendre en compte les mesures de prévention, mais aussi de protection. Est-ce que même les innocents qui ne diffusent rien sur les réseaux sociaux sont aussi harcelés? Ou c'est juste réservé à ceux qui publient tout et n'importe quoi? Pas nécessairement. Je pense que la réponse se trouve même dans la définition ou dans le sens que nous donnons au cyberharcèlement ou au harcèlement classique. D'accord. Il y a l'intention de nuire simplement. D'accord. Et chacun a ses raisons. Le potentiel harceleur a ses raisons que d'aucuns ignorent. Okay. C'est l'intention de le faire souffrir autrui. Voyez-vous? Et chacun de nous peut être victime de ce genre de phénomène ou d'infraction. Oui, parce qu'il faut le classer dans le cadre des infractions. Donc, chacun de nous est une potentielle victime. De quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Seulement, cela ne nous empêche pas de prendre au moins des mesures de prévention. Tout à fait. Voilà, c'est simplement pour se protéger. Mais nous n'avons pas dit que c'est le fait, peut-être, de partager certaines informations sur la toile, que forcément nous allons être victimes de ce genre de violence. Toujours est-il que le cyberharceleur a les raisons que lui-même détient. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment au cas par cas. Que pouvez-vous dire au cyberharceleur dans ce contexte? Ce que je peux dire au cyberharceleur, c'est que en commettant ce genre de forfait, on n'est pas à l'abri d'éventuelles poursuites pénales. D'accord? Chaque acte que nous posons allant dans ce sens est passible, je veux dire, de poursuites pénales. Qu'on ne se trompe pas, même quand on est dans l'anonymat, dans nos publications, on parlait des outils qui permettent de se protéger. Il y a des outils qui existent, qui permettent, même quand on est dans l'anonymat, de dévoiler l'identité de la personne. Il y a des spécialistes qui travaillent dans ce sens pour dévoiler et identifier la personne. Je voudrais, Madame la secrétaire permanente, que vous adressiez aux jeunes. Parce que ces faits font du mal aux innocents. S'il faut dire un mot à la jeunesse, c'est simplement d'être responsable. D'être responsable, d'avoir un comportement exemplaire au sein de la société. Chaque acte que nous posons, je l'ai dit tout à l'heure, peut avoir des répercussions à court, moyen et long terme. Donc, nous devons faire attention à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous partageons sur la toile, les vidéos que nous publions, les photos qui parfois mettent en avant les parties strictement intimes de la femme. Cela est puni par la loi. Donc, nous devons faire attention. Voilà ce que je peux dire à la jeunesse congolaise. Nous devons faire attention et chaque fois que nous aurons subi le cyberharcèlement ou chaque fois que nous serons dans les mailles des cyberharceleurs, il nous revient, s'il vous plaît, de dénoncer. Il faut que nous le fassions. Il faut dénoncer. Dénoncer permet non seulement de protéger les personnes qui sont autour de nous, qui sont aussi de potentielles victimes, mais également de se protéger soi-même. De se protéger soi-même contre des actes récidivistes. Il faut dénoncer, il faut, quand on est mieux informé, il faut faire le nécessaire d'informer ceux qui sont autour de nous pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Hein, et
il y a une grande dame, Christiane Taubira, qui nous appelle toujours à nous engager autour de belles causes de générosité. Et je pense que la question de la cybercriminalité, ou particulièrement le cyberharcèlement, est un sujet qui peut être une belle cause autour de laquelle nous devons apporter notre énergie dans le cadre de ce combat qui est commun, parce que ce sujet, il faut le dire, est d'une façon ou d'une autre lié à un sujet qui revient quotidiennement dans nos milieux de jeunesse, à savoir la délinquance juvénile. Merci, Madame la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse. Avant de boucler notre émission, Madame la secrétaire, les jeunes voudraient savoir le phénomène du Wi-Fi gratuit, du Wi-Fi ouvert. Ne serait-il pas à l'origine du cyberharcèlement? Mettre à la disposition des jeunes un outil ô combien important n'est pas un drame. Le drame intervient à travers la manière d'utiliser cet outil. C'est un Wi-Fi gratuit. Quelqu'un y passe, il l'utilise, peut-être qu'il envoie un mail ou il essaie d'échanger avec un membre de sa famille ou un ami ou que sais-je. Puisque le Wi-Fi est ouvert, celui qui l'a mis, déjà nous l'ignorons. Et pire encore, nous ignorons ses intentions ou encore sa moralité. Cette personne n'aurait-elle pas la possibilité, depuis là où elle se trouve plutôt, de pouvoir regarder, sinon surveiller nos données, lorsque nous savons que certaines données ne sont pas préservées? Cela est bien possible. Les techniciens du domaine pourraient nous en dire plus à ce propos. Et c'est pour ça peut-être que pour se protéger, le mieux serait d'éviter ou de prendre les dispositions pour ne pas être exposé à ce genre de difficultés. Hein. Et d'ailleurs, la loi relative à la cybersécurité encadre bel et bien ce genre de comportement, puisque c'est une loi qui lutte contre la cybercriminalité. Le cyberharcèlement, on en parle dans la voix de la jeunesse. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission dédiée à la jeunesse tout entière. Pas seulement la jeunesse congolaise. En tout cas, si vous êtes jeune, vous êtes concerné. Restez donc scotchés parce que tout à l'heure, nous allons passer dans la rubrique où nous accordons la parole aux jeunes. Les jeunes se sont aussi prononcés sur la question du cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'ils en savent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est à découvrir tout de suite. Le cyberharcèlement, c'est le fait de harceler une personne via Internet tout en l'incitant à envoyer des photos ou des vidéos compromettantes ou des messages compromettants. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Vous pouvez bloquer la personne, vous pouvez signaler la personne ou vous pouvez porter plainte. L'impact que le cyberharcèlement peut avoir sur la vie d'une personne, ça peut pousser une personne au suicide, ça peut traumatiser la personne, ou pousser la personne à se sentir pas en sécurité, dans l'insécurité. Oui, il est très important d'en parler. Ça vous permettra de vous libérer du harcèlement. Ça vous permettra d'avoir une personne pour vous soutenir dans ces moments difficiles et une personne qui va vous guider, qui vous aidera à vous montrer le chemin pour porter plainte ou bloquer la personne. Non, il ne faut pas arrêter d'aller sur Internet. C'est parce que vous êtes libre et vous avez vos droits. Et si quelqu'un vous harcèle, vous avez le droit de lui porter plainte. Et vous avez le droit d'être sur Internet. Parce que c'est votre vie. Vous êtes libre. Le cyberharcèlement ou l'harcèlement en ligne, c'est une personne qui est derrière son écran et qui harcèle une autre personne. Sur des réseaux sociaux, pour l'extorquer de l'argent, nous lui demander d'envoyer des contenus abusifs. Pour arrêter l'harcèlement sexuel, il faut juste donc, contrôler nos contacts, contrôler les gens qui sont abonnés à nos comptes. Et nous aussi, nous devons contrôler nos abonnements. Ne pas s'abonner à n'importe qui, tout d'abord.
Et puis, si tu ne connais pas la personne, ne pas engager une conversation avec n'importe qui aussi. Si quelqu'un, par exemple, t'écrit, tu ne maîtrises pas la personne, tu ne connais pas la personne, mieux vaut ignorer le message que de répondre. Lorsqu'on est victime d'harcèlement sexuel, il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Il faut essayer d'en parler autour de soi pour alerter aussi les autres. Et si tu n'arrives pas peut-être à parler avec quelqu'un, tu peux faire des messages anonymes à l'une de tes parentes pour essayer de trouver un réconfort. Si ça continue, il faudra soutenir le compte. Il faut aller voir la police, vous emmenez d'abord les preuves que vous avez, et puis le nom de la personne, peut-être on pourra localiser ce compte, peut-être au travers de son numéro aussi, on pourra tracer le numéro et peut-être rattraper la personne. D'abord, en premier, je peux dire le traumatisme. La personne sera traumatisée et la personne aura vraiment tendance à se renfermer sur elle-même. La personne aura peur de nouveaux contacts. C'est pas bien. Ça peut causer beaucoup de soucis. La personne peut même se suicider. Je ne dirais pas qu'il faudra arrêter, mais il faut juste contrôler tes amis sur Internet. Lorsqu'on est victime d'harcèlement sexuel ou sur Internet, il ne faut pas arrêter d'aller sur Internet. Il faudra juste contrôler tes amis. Le cyberharcèlement ou l'harcèlement en ligne, c'est le comportement abusif et intimidant sur les réseaux sociaux, soit des plateformes numériques qui incluent des insultes, des menaces, des piratages de comptes. Bon, la victime, il aura peur et bon, il sera stressé, honteux, je peux dire, parce que la personne pense que ce qu'elle a eu à faire est maintenant publié sur les réseaux. Donc, tu n'auras même plus envie d'être connecté parce que tu seras vraiment aussi choqué. Bon, à ce qui me concerne, je peux dire que je dois bloquer la personne qui m'harcèle. Tu dois bloquer, tu dois arrêter toute conversation avec la personne. Bien, selon moi, le harcèlement en ligne, c'est un acte que les gens commettent à travers les réseaux sociaux. Donc, un acte, c'est un mauvais acte que les gens postent sur les réseaux sociaux pour frustrer les gens, mettre les gens en difficulté. Eh bien, selon moi, je pense que pour arrêter le harcèlement sexuel en ligne, il faudrait d'abord sensibiliser surtout les jeunes qui le font. Essayer un peu de bloquer, c'est-à-dire les paramètres. Sur Facebook, par exemple, nous avons beaucoup de harcèlements sexuels qui se passent. Je suis sur Facebook, mais je vous dis que je vois beaucoup de publications en ligne sur Facebook où on voit des femmes nues, voilà. C'est pas bien. Donc, j'aimerais qu'on puisse bloquer ces paramètres-là. Très important d'en parler aux gens. Et la victime doit en parler aux gens pour sauver sa vie, parce que c'est sa vie qui est en danger. Parce que les réseaux sociaux, c'est à travers le monde. Donc, si la personne se sent en danger, ils sont en danger sexuellement, il est exposé à travers le monde. Et c'est pas bien. Donc, il doit en parler aux gens pour arrêter. C'est-à-dire pour essayer un peu d'arrêter ceux qui sont victimes. Et il y a plusieurs impacts. D'abord, mentalement, la personne se sent d'abord frustrée. D'abord, quand il se sent sexuellement, d'abord, ça le pousse d'abord à être frustré. Mentalement, il va se mettre à réfléchir beaucoup et il peut même se suicider comme ça. Donc, il peut même se suicider aussi. Non, on ne doit pas arrêter. Pourquoi arrêter d'aller sur Internet? Internet est une bonne chose. Mais ce que nous évitons, c'est juste le fait d'harceler les gens sexuellement. Internet est une bonne chose. On ne doit pas pousser les gens à arrêter Internet. Parce que sur Internet, on peut faire des recherches. Voilà, il y a plusieurs recherches qu'on peut faire. Le cyberharcèlement, c'est l'ensemble de mauvaises pratiques qui dépravent l'homme, qui détruit la mentalité de l'homme par les harcèlements à travers des photos, à travers plusieurs choses qui ne sont pas autorisées par la société. Les outils qui pourront nous aider à lutter contre le cyberharcèlement, ce sont en fait le signalement des comptes qui sont à l'auteur de l'harcèlement. En fait, rapprochez-vous vers des directions, des codes postales pour bloquer le numéro. Ce sont quelques solutions que je peux donner. Oui, c'est très important d'en parler pour que plusieurs personnes d'entre vous qui n'ont jamais croisé cette situation puissent être déjà dans le bain de la situation, puissent déjà comprendre que cela arrivera. Une fois arrivé devant de tels échanges avec la personne qui a l'idée de vous harceler,
vous saurez déjà que cela existe, que cette personne a des mauvaises intentions. Plusieurs conséquences. Premièrement, je commence par un exemple. Sur TikTok, on a publié une photo d'une femme qui était sortie avec Balthazar et du coup, elle s'est donné la mort. Donc tout ça, ça contribue aux conséquences du cyberharcèlement. Il y a des gens qui n'arrivent plus à sortir après avoir vu leurs photos, après avoir vu leurs nudes qu'ils ont partagées, aux gens qui se croyaient peut-être être des amoureux pour des vrais. Donc, il y a plusieurs inconvénients sur ça. Sur la victime, il y a le stress, le manque de confiance en soi, des problèmes mentaux. C'est plus le manque de confiance en soi. Après, tu manques de confiance en toi. Tu n'as plus confiance par rapport à ce que les gens disent sur toi, par rapport au réseau, etc. Mais c'est très important d'en parler. Parce que lorsque tu en parles, tu libères un peu ton esprit. C'est comme aller voir un psychologue quand tu as trop de problèmes, etc. Ça libère la tête et ça libère l'esprit. Pour l'arrêter, bon, je sais pas trop, mais moi je dirais déjà plus en parler aux gens pour éviter que d'autres personnes s'affectent et déjà bloquer la personne, bloquer tous les commentaires négatifs, tous les bloquer pour éviter plus les messages négatifs. Faut pas arrêter d'aller sur Internet parce que si tu arrêtes, c'est comme si tu donnes confiance aux gens qui t'harcèlent. Tu leur donnes plus de commentaires encore à venir encore agresser des personnes. Et l'harcèlement continue. Et malgré vous bloquer les gens, vous signalez, l'harcèlement il continue. Le mieux, c'est d'aller plutôt voir la police et d'en parler à la police pour essayer de vous aider concernant l'harcèlement qui se passe en ce moment sur les réseaux, sur Internet et partout. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, chers jeunes, nous sommes toujours en compagnie de la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse, avec qui nous faisons le tour d'horizon du cyberharcèlement. Chers téléspectateurs, vous venez là de suivre le micro-trottoir que nous avons réalisé pour vous. Madame la secrétaire, vous également, vous l'avez suivi. Qu'est-ce à dire? Je constate avec joie que les jeunes interviewés ont suffisamment d'informations en ce qui concerne le cyberharcèlement. C'est une bonne chose. Peut-être qu'il faut, à l'attention, au bénéfice de ceux-là qui n'ont pas encore l'information, qui ne sont pas encore sensibilisés sur ce que c'est que le cyberharcèlement et pourquoi pas la cybercriminalité. Peut-être qu'il faut intensifier donc les actions de sensibilisation à leur endroit, toujours en s'articulant autour des textes législatifs existants dans ce sens, donc du cadre légal qui existe. Je pense là aux deux textes qui encadrent la cybercriminalité. Je pense là à la loi Mouebara, en ce qui concerne les femmes, dans la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes, la loi Potignon également, qui protège les enfants en République du Congo. Voilà, il y a tous ces textes qui existent que chaque jeune devrait savoir. Et ainsi fait, je pense que nous aurons contribué à éradiquer ce phénomène dans notre société moderne. Ce sera votre mot de fin, Madame la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse. Merci d'être passée sur notre plateau. Surtout, bon vent dans vos actions. Je vous remercie. Merci. Face au cyberharcèlement, nous sommes tous concernés. Chers téléspectateurs, chers jeunes, agissons. Osez le dire, osez le dénoncer, c'est déjà agir pour s'en sortir. Mais comment éviter le cyberharcèlement? Que doit-on faire? Toutes les réponses, vous les aurez tout de suite dans la rubrique Opportunités et conseils. C'est tout de suite. Rappelez-vous, chers téléspectateurs, chers jeunes, que le cyberharcèlement ou harcèlement en ligne, c'est un envoi répété non sollicité des médias ou des contenus à caractère sexuel. Si cela t'arrive, parle-en à un adulte en qui tu as confiance. Au cas contraire, adoptez le réflexe 14-44. C'est notre première astuce. Nous passons donc à la deuxième. Pour réduire le risque d'être victime de cyberharcèlement ou de cyberviolence sexuelle, il est important d'identifier les signes du harcèlement et surtout de responsabiliser les jeunes quant à leurs actions et celles des autres. De bloquer ou de signaler tout harceleur.
de favoriser le vivre ensemble, la solidarité et surtout l'empathie. De développer également l'acceptation, le respect de soi et des autres. L'astuce numéro 3 que le CCJ, le Conseil consultatif de la jeunesse, allais-je dire, met à votre disposition, chers jeunes, 60% des victimes de violences sexuelles en ligne rapportent avoir été culpabilisées par leur entourage. Pour prévenir toute conséquence, autant psychologique qu'émotionnelle, il est nécessaire de protéger sa vie privée en ligne et de contrôler la diffusion de ses données personnelles. Je vous assure, c'est très capital, chers jeunes. Protégez vos données et ne publiez pas tout et n'importe quoi. Soyez libres, certes, mais la liberté responsable. Je poursuis. Il est nécessaire d'encourager les individus et les communautés à se soutenir mutuellement. Par conséquent, à prendre position contre toute forme de violence en ligne. Le respect ne prend pas de pause, même en ligne, restons bienveillants, car les mots peuvent blesser, mais ils peuvent aussi guérir. Choisissons-les avec soin. Chers amis jeunes, soyons donc responsables et réfléchissons à nos actes. Voici donc pour vous la rubrique opportunités et conseils. Chers téléspectateurs, chers jeunes, c'est un réel plaisir de vous faire part de tout cela. Je rappelle qu'on recevait pour vous la secrétaire permanente du Conseil consultatif de la jeunesse, Alice Lydie Christévi Dumont. Elle est juriste de formation. Avec elle, il s'est agi du cyberharcèlement. Je suis persuadée que vous avez eu à boire et à manger. Surtout, chers jeunes, soyez conscients, responsables et bienveillants sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt dans un prochain numéro avec le même plaisir et le même sourire. Portez-vous bien. Au revoir.